BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. Le futur a trouvé son rythme de croisière, c'est les pros des cryptos. Chaque vendredi, nos talents non fongibles, nos NFT rien qu'à nous sont présents et répondent à l'appel de BFM Business. Comme chaque semaine, il est en plateau, il vient de nous rejoindre. Charles Aubert Couturier, bonjour Charles, bienvenue. Bonjour Guillaume. Membre de Blockchain Partner pour KPMG. Owen Simonin aussi est avec nous, alias Asher, sa scène YouTube. Bonjour Owen, ravi de vous retrouver. Bonjour. Et président de Meria, bien sûr. Dans un instant, on parcourra les grandes actus qui ont fait cette nouvelle semaine boursière. D'abord, Vincent Gann nous rejoint, analyste technique indépendant. C'est aussi sa première intervention de l'année. Bonjour Vincent, ravi de vous retrouver. Bonjour Guillaume, ouais, bonne année. Meilleurs vœux également, et pour les cryptos aussi, le cours du Bitcoin qui rebondit, on est à 95 000 $, proche des 100 000. On a repris près de 10 000 $ depuis le 1er janvier. Ce rebond peut-il durer et tenir jusqu'à la fin de l'hiver, d'un point de vue technique en tout cas? Oui, alors effectivement, l'année démarre bien pour Bitcoin et pour le marché des cryptos. Après un dernier trimestre 2025 qui a été catastrophique et même plutôt inattendu par rapport à la saisonnalité. Alors depuis le 1er janvier, le marché se reprend bien, les alts d'ailleurs aussi se reprennent bien, et il y a même un tout début de surperformance de Bitcoin par rapport au S&P 500 et très léger par rapport à l'or. Alors je réponds à votre question, ce rebond peut-il durer ? Sur le plan technique, je vais vous répondre directement, oui, ce rebond peut durer parce que le marché a pris un mois et demi à construire une structure de renversement, une pattern, il a dépassé les résistances et les objectifs de court théorique n'ont pas été atteints. Je vais vous donner une fourchette, elle est comprise entre 100 000 $, 105 000, 106 000 $. Ça, je pense que c'est une cible d'un point de vue du timing qu'on peut atteindre d'ici la fin du mois de janvier, le milieu du mois de février. Donc oui, il y a du potentiel technique court terme, il n'y a pas de sujet là-dessus. Le premier support, c'est 93 000, 94 000 $. Maintenant, toujours, pour répondre à votre question, ce rebond peut-il durer sur le plan technique? Oui, à court terme. Sur le plan cyclique, c'est beaucoup plus incertain. Vous savez, vous connaissez le départ, on en parle souvent sur votre antenne. Le cycle de 4 ans, lui, nous enferme dans un schéma baissier. Donc, malheureusement, il ne donne pas très cher du rebond actuel, qui pourrait d'ailleurs se terminer à 100 105 000 $. Mais il y a d'autres approches, et notamment la liquidité prospective qui, elle, peut donner un peu plus de corps à ce rebond et peut le faire durer tout au long du premier trimestre 2026. Donc, le marché peut rebondir davantage à court terme. La suite dépendra du comportement du marché lorsqu'on va rejoindre la zone des 100 000, 105 000 $ sur le plan technique. Vincent, l'or et l'argent ont été leaders quand même en 2025, des records en pagaille et encore en ce début d'année d'ailleurs. Est-ce que Bitcoin, qui parallèlement a eu une performance négative, peut rattraper son retard sur l'argent et l'or? Oui, alors pas le refaire totalement, mais effectivement, alors 2025, il n'y a pas de sujet, l'or et l'argent ont écrasé la concurrence, d'ailleurs sur toutes les classes d'actifs. Bitcoin a même eu une performance négative. Alors je ne dis pas que ce sera le contraire en 2026, mais si vous voulez, ce sont des marchés qui obéissent à des cycles relatifs, on le voit très bien. Moi j'utilise deux outils qui sont le ratio Bitcoin-or et Bitcoin-argent. Et lorsqu'on regarde ces graphiques de long terme des deux ratios, on voit bien qu'il y a des cycles relatifs, des phases de sur- et de sous-performance qui peuvent durer comme ça plusieurs mois, voire davantage. Et ces deux ratios, donc Bitcoin face aux deux principaux métaux précieux, sont dans des zones basses de long terme. Donc moi, je pense qu'il peut y avoir un déplacement des capitaux, même partiel. Et ce déplacement des capitaux peut être facilité par, un, le surachat sur les métaux précieux, et deux, l'existence maintenant des ETF Bitcoin Spot. Et donc on peut avoir un déplacement des capitaux, des ETF Spot Gold et argent vers Bitcoin. Donc oui, il y a un rattrapage à jouer ce début d'année. Vincent Gann, merci beaucoup Vincent de nous avoir accompagnés pour ce début d'année sur les cryptos, un début d'année une nouvelle fois extrêmement riche, le Bitcoin qui rebondit, c'est vrai, peut-être aussi grâce à la législation américaine amenée à encore évoluer, amenée à encore avancer avec le Clarity Act. Nos pros nous en parleront dans un instant, vous ferez connaissance avec le Clarity Act. On parlera de l'Iran également et des événements tragiques de la semaine, on parle de 4000 morts, les chiffres officiels, il y en a peut-être encore plus des morts dans les révoltes. Eh bien, quel rôle jouent les cryptos face au régime? Les cryptos, bien sûr, font partie de cette équation dans ce pays en proie à des révoltes et peut-être, on le verra dans les prochaines semaines, à des bombardements américains, des cryptages à venir. Et puis, les marchés traditionnels qui continuent de s'habituer aux cryptos, plus que s'y habituer, ils les adoptent. Un nouvel indice crypto va voir le jour aux États-Unis, juste du marketing ou c'est un peu plus que ça? Réponse à suivre aussi, c'est les pros des cryptos, votre machine à concentrer l'essentiel. Cette machine s'enclenche. C'est parti. BFM Business, BFM Crypto, les pros. Avec donc Charles Aubert Couturier, vous êtes en forme Charles? À fond. Un bon début d'année là sur les cryptos. Owen aussi, c'est sa première de l'année aussi dans les pros des cryptos. Asher, Owen, plein de confiance pour cette nouvelle année sur les cryptos? Il va en falloir. Allez, alors on va chercher le soleil. Ah mais on va chercher le soleil, oui. Et on va vraiment le faire
Littéralement, on va démarrer par un truc pas fondamental, Owen, mais qui nous rappelle que les cryptos, c'est de la physique et du soleil. Le soleil, l'astre, le soleil, a un léger impact sur le Bitcoin. C'est quoi le lien entre le soleil et le Bitcoin ? Alors, il est vraiment très léger, hein. Ça a amusé beaucoup de monde, donc ça a fait parler un petit peu les réseaux sociaux. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas de lien direct entre le soleil et Bitcoin. Évidemment, il y a un lien indirect avec la génération d'énergie solaire, le coût énergétique et donc le coût pour miner du Bitcoin, pour alimenter les ordinateurs qui vont participer à la sécurité du réseau. Mais c'est vrai que les éruptions solaires peuvent avoir des impacts sur les infrastructures électriques du monde. Et il y a une étude qui a révélé que ça aurait affecté entre 1 à 2% de la puissance de calcul du réseau Bitcoin l'année dernière, avec des marges d'incertitude sur ces 2%. Donc, il n'y a pas de lien direct, mais naturellement, l'activité du soleil vient impacter certaines infrastructures énergétiques et donc, indirectement, ça peut affecter Bitcoin. Voilà, c'était un clin d'œil pour commencer avec un peu de légèreté au milieu de ces actualités extrêmement lourdes en ce moment à l'échelle mondiale. Le monde bouge vite, beaucoup de crises géopolitiques tous azimuts. En Iran, on disait des milliers de morts au cœur des révoltes, des manifestants éliminés par le régime. Les cryptos, Charles, les cryptos servent-elles de refuge aux Iraniens ou en tout cas jouent-elles un rôle dans ce qui est en train de s'y passer ? Ouais, bien sûr. Bon, peut-être déjà avoir une pensée pour le peuple iranien et mettre un peu de distance parce qu'on a l'impression que c'est anecdotique de parler de Bitcoin dans ce contexte-là. En réalité, c'est un peu révélateur et peut-être un baromètre, j'allais dire, des manifestations qui sont à l'œuvre. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est déjà peut-être le contexte économique iranien. Il y a eu près de 42% d'inflation l'année dernière, une forte dépréciation par rapport au dollar. Et en fait, dans ce contexte-là, qui est poussé par les sanctions américaines, notamment depuis la fin de l'année dernière, dans ce contexte-là, on a vu, là, dans les dernières semaines, le cours du Bitcoin exploser par rapport à celui du rial iranien. Pour donner un ordre de grandeur, c'est près de 600% d'augmentation au cours de la dernière semaine. Donc, on voit qu'il y a vraiment une demande. Et il y a une autre dynamique qui est très intéressante à regarder, c'est que c'est Chain Analysis, donc cette société qui est spécialisée dans l'investigation sur les transactions blockchain, qui montre qu'il y a beaucoup de retraits vers des portefeuilles dits auto-hébergés. Donc, c'est-à-dire que les Iraniens ont une volonté de détenir eux-mêmes leur Bitcoin et de ne pas dépendre d'intermédiaires dans ce cadre-là. Donc voilà, c'est plutôt un baromètre, une forme de baromètre de la révolte iranienne. Et on voit que la géopolitique rattrape les cryptos jusqu'au Pakistan. Quelques mois après la paix imposée par Washington entre le Pakistan et l'Inde, là, ce sont les intérêts de la famille Trump qui surgissent au Pakistan. Oui, à travers les cryptos. Le Pakistan, en fait, s'associe au projet crypto de la famille Trump, le World Liberty Financial. Owen. Tout à fait. Alors, c'est une expérimentation pour le moment, mais le projet de la famille Trump, le World Liberty Financial, est en lien direct avec un stablecoin, un nouveau stablecoin, USD1, qui a fait beaucoup parler de lui récemment, parce que comme il est récent, il y a encore peu de liquidités, et sur la plupart des plateformes, on peut acheter du Bitcoin, de l'Ether et la plupart des grosses crypto-monnaies avec ce fameux dollar tokenisé, l'USD1, et il y a eu, notamment le jour de Noël, quelqu'un qui a fait une grosse vente, peut-être hasardeuse, sur la plateforme Binance. Et il y a des gens, des heureux, qui ont réussi à acheter du Bitcoin à 20 000 $ avec ce stablecoin. Donc, on en entend de plus en plus parler parce que c'est un stablecoin qui est encore assez jeune, mais qui a porte ouverte à peu près partout, même sur les grosses plateformes d'exchange. Et là, quand c'est pas une plateforme d'exchange, eh bien, c'est un pays, en effet, c'est au Pakistan, où il commence à y avoir des expérimentations, des intégrations, et ça, c'est un signal faible, on peut le dire, parce que c'est quand même basé sur le dollar américain. Donc, ce n'est pas une annonce publique comme quoi il va y avoir une adoption encore plus forte du dollar américain, mais en tout cas des intégrations de ce stablecoin. Du coup, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. À quel point la famille Trump a utilisé sa position politique pour suggérer ces intégrations avec ce projet crypto et avec ce stablecoin qui directement va servir leurs intérêts puisque c'est l'une de leurs initiatives business. Effectivement, et cette annonce, elle survient quelques mois donc après cette paix poussée par Washington entre le Pakistan et l'Inde. C'est passionnant ce qui est en train de se passer, les pros des cryptos chaque semaine. Dans un instant, je vous demanderai à l'un et à l'autre vos espoirs et vos craintes pour cette nouvelle année. D'abord, elle commence bien sur les cours des cryptos, les cours du Bitcoin en forte hausse, peut-être aussi grâce, Owen, à cette nouvelle loi à venir aux États-Unis, le Clarity Act. Qu'est-ce que c'est et en quoi est-ce que c'est un catalyseur possible de la hausse du Bitcoin en ce moment ? Tout le monde en a parlé cette semaine parce que beaucoup de gens disent que ça vient de là, l'espoir qui a poussé Bitcoin à se rapprocher des 95 000 $.
et que ça pourrait être, entre guillemets, le catalyseur. Alors, globalement, qu'est-ce que c'est le Clarity Act? Comme son nom l'indique, le but, c'est d'apporter de la clarté. Quand on n'a pas de visibilité, on ne fait pas de stratégie et ça ne rassure pas les institutions. Le but, c'est de venir clarifier beaucoup de choses qui concernent le monde des crypto-monnaies, sur les autorisations et les interdits, mais surtout le rôle de la Security Exchange Commission, le régulateur américain, mais aussi la CFTC, le régulateur des commodities, pour savoir qu'est-ce qui tombe sous le joug de quel régulateur. En l'occurrence, c'est pas forcément une dérégulation, comme beaucoup le perçoivent, c'est au contraire de la clarté apportée sur des doutes et des points d'interrogation qui étaient encore en suspens. Par contre, quand on prend du recul, là où un peu de clarté, ça vient apporter de l'espoir sur le marché des crypto-monnaies et c'est considéré comme positif, il y a beaucoup d'acteurs crypto qui tirent la sonnette d'alarme, notamment Brian Armstrong, le CEO de Coinbase, qui dit « Attention, le Clarity Act, comme il est proposé actuellement, on ne peut pas le soutenir. Il est dangereux, c'est-à-dire qu'il va à l'avantage des banques et il va couper l'autorisation à certains acteurs crypto de distribuer des rendements sur les stablecoins et de les distribuer aux utilisateurs finaux, pour que ça reste entre les mains des banques. C'est beaucoup trop restrictif pour la finance décentralisée. On ne peut pas réguler la finance décentralisée comme la finance centralisée, ça la tuerait tout simplement, et tout plein d'autres choses. Et il estime même lui-même que ça n'apporte pas vraiment de clarté entre le rôle de la CFTC et le rôle de la Security Exchange Commission, et que c'est encore trop flou. Donc il y a beaucoup de sujets qui sont encore sur la table et qui, selon lui, même si on avance vers le Clarity Act, pour l'instant, il ne peut pas être voté comme tel, et d'ailleurs, ça devient un conflit politique, il y a des oppositions sur ce sujet, et pour le moment, il n'a pas été signé comme tel, donc peut-être qu'il y a un espoir d'avoir plus de clarté, oui, c'est ça qui pousse peut-être les marchés, en tout cas, ce n'est absolument pas de la dérégulation, et pour certains acteurs crypto, c'est même dangereux de le signer tel quel. Oui, ce serait même, Charles, selon certains acteurs crypto, un projet de surveillance financière inédit qui se tramerait à travers le Clarity Act. Ouais, effectivement, j'allais dire c'est assez classique pour les autorités américaines. Hein. C'est d'encadrer d'une part la technologie, donc d'y mettre un cadre, mais de l'autre côté également d'avoir des outils de surveillance. Donc finalement, c'est de déployer la technologie dans le cadre qui leur convient. Je pense qu'il est intéressant de voir, c'est que des dispositions qui sont encore discutées, hein, il n'y a rien qui est voté, il n'y a rien qui est validé à ce stade, il y a l'idée quand même d'avoir une surveillance assez avancée des transactions et de permettre par exemple au Trésor américain d'aller saisir des fonds ou d'aller geler des avoirs sans même ordonnance judiciaire. Ce qui n'est par exemple pas le cas dans le système bancaire tel qu'il existe ou dans la réglementation bancaire. Donc il y a quelques petites différences et Owen le mentionnait juste avant. Il y a aussi notamment la possibilité de mettre en cause finalement des acteurs de la DeFi qui distribuent certains services de manière décentralisée, donc sans avoir la main sur les actifs. Et donc de les mettre sous le joug aussi du Trésor américain si jamais il y a des flux illicites qui sont identifiés. On sent quand même un vent d'inquiétude monter dans l'écosystème aux États-Unis et parfois même peut-être une forme de désenchantement vis-à-vis de Donald Trump, de désillusion. Tiens, Charles Hoskinson, fondateur de Cardano, un soutien fort, puissant et initial de Donald Trump dans la campagne présidentielle américaine, eh bien Charles Hoskinson est en train de changer d'avis. Owen, il exprime désormais une forme de désenchantement vis-à-vis de Donald Trump. C'est un désenchantement qu'il exprime et qui est partagé pour le coup par beaucoup de monde. Et j'ai l'impression qu'on ne sait pas sur quel pied danser et que beaucoup de gens ont cette position. Il y a en effet un Donald Trump qui est pro-crypto et pour le coup, qu'on aime ou qu'on n'aime pas sa politique, quand on pense que c'est une technologie qui peut changer le monde et qu'on va embrasser quoi qu'il arrive, on a envie de faire partie de cette régulation et on a envie de voir les États-Unis, qui sont regardés par le monde entier, adopter et proposer un cadre clair. Et c'est pour l'instant ce qu'ils sont en train de faire dans l'ensemble et depuis le début de son mandat. D'un autre côté, on voit un président qui utilise aussi les crypto-monnaies pour faire du business. On voit un président qui lance un meme coin, ce qui n'est pas non plus l'image de vertu qu'on aimerait avoir sur un marché crypto qui devient de plus en plus mûr. En parallèle de ça, on voit le Pakistan qui, du coup, d'un coup, après avoir réglé un problème géopolitique, se retrouve à adopter le stablecoin de la famille Trump. Donc, ce que remonte en une phrase le monde de la crypto-monnaie, c'est un Donald Trump ou un président des États-Unis plutôt pro-crypto, tant mieux, ça peut servir les intérêts de ce monde. Par contre, un président des États-Unis qui utilise la crypto comme un outil purement business pendant son mandat politique, ça pose des vraies questions éthiques et on se demande vraiment si le but c'est de développer un écosystème ou si c'est simplement, comme on peut le dire dans le monde de la finance, faire du gras et en faire le plus possible pendant son mandat. Et ça, c'est une vraie question qui gêne. Effectivement, et puis il y a des mesures aussi qui posent question. Par exemple, l'administration Trump a décidé d'intégrer les cryptos au régime de retraite
américains, les cryptos au régime de retraite américain. Une opposante au sein du Parti républicain, elle s'appelle Elizabeth Warren, c'est une opposante permanente à Donald Trump. Cette semaine, elle a tiré la sonnette d'alarme. Quels sont ses arguments contre l'intégration des cryptos au régime de retraite américain? Au-delà même d'être une opposante à Trump, c'est souvent une opposante aussi au marché crypto et aux crypto-actifs. C'est la Aurore Laluc américaine. Je ne sais pas si j'irai jusqu'à ces analogies, mais voilà. Peut-être rappeler le 401K, qu'est-ce que c'est? C'est le système d'épargne américain, puisque le système d'épargne américain fonctionne par capitalisation et non pas par répartition comme ici en France. Juste, c'est absolument massif. Pour donner des ordres de grandeur et quelques chiffres, c'est près de 9 000 milliards sous gestion et près de 70 millions d'Américains qui détiennent un compte 401K. Donc c'est vraiment, il y a un enjeu financier très fort à pouvoir intégrer les cryptoactifs et d'ailleurs d'autres types d'actifs, parce que dans le décret signé en août dernier par Trump, il y avait aussi par exemple le private equity qui pourrait être intégré aussi à ces fameux comptes-là. Donc c'est pas seulement propre aux cryptoactifs. Les principaux risques qui sont pointés en réalité par Elizabeth Warren, c'est le risque de volatilité et donc finalement d'avoir une forme d'épargne qui puisse baisser fortement, notamment dans un contexte où l'idée c'est d'avoir une épargne de retraite pour permettre de financer la retraite des Américains. Donc c'est une forme de protection des investisseurs, j'allais dire, pour Elizabeth Warren. Et elle appelle la SEC d'une certaine manière à faire preuve de diligence auprès des acteurs qui vont être régulés, à assurer une forme de transparence sur les informations qui sont mises et peut-être aussi à réguler le type de cryptoactifs qui pourrait être intégré. C'est hyper intéressant parce qu'aux États-Unis, on se demande si on doit intégrer les cryptos au régime de retraite. En Russie, les retraités, Owen, veulent percevoir leur retraite en crypto. Tout à fait, c'est un rapport du Fonds de pension et d'assurance sociale russe qui indique que les bénéficiaires se renseignent de plus en plus sur savoir s'ils peuvent percevoir du coup ce qui leur est dû en crypto-monnaie, mais également savoir comment catégoriser certains revenus issus du minage et savoir si ça peut compter dans les prestations sociales. Donc c'est quand même assez dingue parce que là c'est vraiment la demande qui vient du bas, qui vient des utilisateurs finaux et qui vient des citoyens, qui remonte une question en mode est-ce qu'on peut être payé directement en crypto-monnaie? Ça pose une vraie question sur ce que les gens cherchent d'une monnaie ou ce qu'ils cherchent de la valeur finalement et de la façon dont ils vont la percevoir. Et d'un autre côté, il y a une réponse officielle qui évidemment ne s'est pas fait attendre. Ces prestations seront payées en roubles et uniquement en roubles. C'est quand même du privé que viennent les meilleures nouvelles. Peut-être les plus grands espoirs pour cette année 2026 qui ne fait que commencer. Un secteur privé américain qui reste très très actif. On a appris d'ailleurs cette nouvelle levée de fonds géante pour investir dans les cryptos. C'était cette semaine aux États-Unis. Charles. Oui, c'est le fonds de venture capital, donc de capital risque A16Z, qui est Anderson Horowitz, qui est un des plus gros fonds VC au monde, qui a levé près de 15 milliards là, au cours de l'année 2025 pour investir ses capitaux. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, le marché en 2025 en Europe de la levée de fonds sur le capital risque, c'est près de 20 milliards. Donc rien qu'un seul fonds a fait près de 75% de ce qui a été levé en Europe. D'autre part, il y a un autre élément qui est très intéressant, c'est dans la présentation d'A16Z sur les raisons de lever ces fonds, au-delà des thématiques d'investissement qui sont mentionnées, dont les cryptos, il y a une vraie volonté politique. Finalement, c'est le prolongement d'une certaine manière dans la partie business de ce qui est entrepris sur la partie réglementaire côté américain. Le dernier point à avoir en tête, c'est que A16Z est déjà au capital de très nombreuses boîtes de l'écosystème crypto, y compris en France. Oui. Oui, c'est un acteur important que l'écosystème connaît bien. Oui. Très central, effectivement. Alors, on va continuer de parler de ces différentes initiatives privées, parfois iconoclastes. Carrefour, vous avez vu ce qui s'est passé chez Carrefour cette semaine en France? Un magasin Carrefour franchisé a décidé d'offrir 20% de réduction aux clients qui paieraient en Bitcoin. Évidemment, le gérant de ce magasin Carrefour franchisé est un pro-Bitcoin total. C'est légal de proposer à ses clients moins 20% quand ils payent en Bitcoin? Alors effectivement, c'est légal de libeller ou d'accepter un paiement en Bitcoin pour des courses ou d'autres biens et services. Après, il faut que la facturation elle-même soit libellée en euros à la fin et que ce soit enregistré en chiffre d'affaires en euros, donc avec un taux de change. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est pas forcément la première initiative. Je regardais avant de venir, il y a près de 8 enseignes qui déjà permettent d'acheter en crypto des biens et des services, notamment dans des supermarchés. Le point clé, c'est de comprendre comment est-ce qu'on achète. Est-ce que c'est via des canaux traditionnels et avec une carte, tout simplement, et donc c'est débité, j'allais dire, sur votre exchange crypto, et à la fin, c'est totalement transparent pour le commerçant, ou alors est-ce que le commerçant a lui-même un wallet et c'est un transfert pair à pair, et là on rentre dans quelque chose qui est plus complexe.
le point clé peut-être à déchiffrer là-dessus, c'est la fiscalité en réalité qui pose beaucoup de questions à date pour ce type d'opération. Oui, et toujours, bien sûr. Oui. Voilà. Oui. Vous savez qu'en France, désormais, il faut enregistrer quand vous allez pêcher dans les lacs, les rivières ou l'océan. Je ne sais pas, vous êtes pêcheur, Charles, Owen, peut-être Owen en Moselle. Il y a beaucoup de belles rivières par là-bas, puis surtout il pleut, il y a de l'eau. Et figurez-vous que quand vous pêchez, que vous attrapez un poisson, il faut désormais l'enregistrer auprès du site du ministère. Oui, il faut. Alors, il y a des raisons écologiques et environnementales. C'est pour recenser les différents types d'espèces, etc. Mais enfin, bon, voilà. Maintenant, quand vous allez pêcher, il faut aussi centraliser les informations auprès du gouvernement et de l'État. Tout revient à l'État. Tous les chemins mènent à l'État. On est ensemble, c'est les pros des cryptos. Chaque semaine, votre épisode hebdomadaire à retrouver sur la chaîne YouTube BFM Crypto, tout au long du week-end aussi, en podcast et replay. On va reparler de la France dans un instant avec vous, Owen. Juste avant, la question de la finance décentralisée. Cette année sera-t-elle l'année de l'essor de la finance décentralisée? Ça va dépendre de la façon dont ce secteur se structure. Il se trouve qu'il y a un défi intéressant là pour la DeFi aux États-Unis en matière de réglementation pour obtenir des règles différentes de celles qui régissent les plateformes centralisées en l'occurrence. Tout à fait. Il y a quelque chose de très important à comprendre, c'est que quand on ne connaît pas l'écosystème crypto, quand on ne connaît pas du tout ce dont on parle chaque semaine ici dans cette émission sur les pros des cryptos, on peut se dire finance décentralisée, finance centralisée, c'est la même chose, on met un cadre financier, on applique les mêmes règles. C'est intrinsèquement pas possible. Ça fonctionne différemment. Le fait que ce soit décentralisé, c'est qu'il n'y ait pas d'organisme de contrôle, qu'il n'y ait pas une entité qui tienne certains protocoles. Ça veut également dire que quand un protocole de finance décentralisée est émis, des fois, on ne peut plus le modifier. Il va exécuter systématiquement les mêmes sorties pour les mêmes entrées. On lui donne une certaine crypto-monnaie, il va donner les mêmes droits à tous les utilisateurs. Le problème, c'est que si on applique les mêmes règles de la finance centralisée à la finance décentralisée, eh bien, le créateur d'un outil va être responsable de tous ses usages. Et autant vous dire que celui qui a inventé le marteau ne peut pas être responsable de ce que tous les êtres humains vont faire en utilisant cet outil. Eh bien, c'est exactement le même non-sens qu'essayer de réguler la finance décentralisée à travers la finance centralisée. Et aujourd'hui, c'est un gros sujet. C'est un cadre qui pourrait tuer tout simplement l'utilité de la finance décentralisée, car si on doit la recentraliser pour la réguler, ça n'a strictement aucun sens. Et également, assimiler un code intermédiaire, c'est quelque chose de très complexe parce qu'on veut avoir certains contrôles pour limiter des abus, mais on ne peut pas tenir responsable le développeur, celui qui a émis le code et qui a créé un outil qui est maintenant autonome, de l'usage que toutes les personnes vont en faire. Et pour autant, on doit essayer d'avoir un certain contrôle pour éviter que certains en abusent. Donc, c'est un sujet très compliqué, c'est une question connue, ouverte, mais qui n'a pas encore de solution parfaite aujourd'hui. Et c'est un enjeu d'un point de vue régulatory. Il y a un autre enjeu ici en France, c'est la sécurité pour les investisseurs en crypto. Et hélas, cette année 2026 commence d'une mauvaise façon, on peut le dire. On a recensé là en quelques jours 3 enlèvements ou séquestrations liées aux cryptos, peut-être même plus. Vous avez des données plus actualisées que moi sans doute, Owen. La France, parmi ces pays où le risque est le plus élevé au monde pour les acteurs du secteur. Et ce classement-là, c'est peut-être même la France, le pays le plus risqué. Ce classement-là, cette année, ne devrait sans doute pas, malheureusement pour nous Français, bouger. Non, pour plein de raisons, mais parce que même si la plupart du temps, les gens n'arrivent pas à prendre de la crypto-monnaie lors d'une agression ou lors d'un kidnapping, ils ont l'espoir de pouvoir le faire et ils n'ont pas peur de la réponse légale, en tout cas pas suffisamment. Ce qui fait que l'année dernière, on est l'un des pays qui, proportionnellement, j'insiste, a été l'un des pays où il y a eu le plus de kidnapping au monde, dans l'objectif de prendre de la crypto-monnaie. Et cette année, en à peu près 2 semaines, il y a déjà eu 4 faits divers similaires. 4. Et ce serait vraiment pas étonnant qu'il y en ait plus dans les semaines à venir. Ce qui est terriblement inquiétant, c'est que malgré la réponse et la réactivité de la police, qui pour le coup est relativement efficace et à jour sur ces problèmes, c'est la réponse légale qui ne fait pas peur et qui ne vient pas désinciter ces personnes de faire ce genre de choses. Et la deuxième chose qu'il y a, c'est que on est dans une dynamique où les services publics demandent de plus en plus d'informations privées, c'est-à-dire adresse personnelle, votre nom, votre prénom, ce que vous détenez. Il y a même un vote en cours actuellement à l'Assemblée nationale qui demande aux citoyens de fournir à l'État une liste de toute la crypto-monnaie qu'ils détiennent personnellement sur leurs adresses et des montants. C'est-à-dire, littéralement, c'est comme si on demandait aux citoyens de faire la liste de tous les objets qui sont détenus dans leur coffre-fort à la maison et de donner l'adresse physique de ce coffre-fort. Et quand on sait que les services publics ne sont pas les meilleurs pour protéger des données, on a quand même l'URSSAF qui a eu une fuite cette année où on a eu l'adresse de certaines personnes concernées qui a fuité.
eh bien, on sait on a une obligation de déclarer des informations critiques, informations qui risquent de se retrouver dans la nature, dans un contexte où les personnes qui détiennent de la crypto-monnaie sont particulièrement ciblées. Donc, c'est pas simplement grave et inquiétant, c'est grave et inquiétant, mais la dynamique continue depuis les agressions qu'il y a eu l'année dernière, et on nous demande toujours plus d'informations en tant que citoyens. Je manque peut-être un petit peu de neutralité sur cette question parce que j'ai vécu une agression de ce genre et naturellement, c'est un sujet qui me préoccupe, mais la dynamique est de pire en pire sur ce sujet-là et en France particulièrement. Allez, on va terminer sur une note un tout petit peu plus légère. Les marchés traditionnels, jusqu'où iront-ils dans l'adoption des cryptos ? L'adoption, elle peut se faire à travers des valeurs liées aux cryptos cotées à Wall Street ou encore en Europe. Et puis la tokenisation qui avance. Charles, cette semaine, on a franchi un cap intéressant. On a franchi le $1 milliard d'actions tokenisé, ça y est, c'est fait. Plus d'1 milliard tokenisé. Tout à fait. C'est le futur des cryptos, tout simplement. Je le dis très directement et dans le peu de temps qui me reste, mais c'est vraiment le futur de la crypto. Si on regarde la plupart des exchanges, les Kraken, les Coinbase, les Robinhood, etc., qui distribuent des cryptoactifs, aujourd'hui, ils ont une stratégie, c'est étendre leur gamme d'offres, aller sur des actifs traditionnels, garder captifs leurs utilisateurs et donc de les servir avec des actifs traditionnels sur des rails crypto en ayant la même proposition de valeur que les cryptos pour des stocks. C'est l'avenir des cryptos. Est-ce que ce sera l'avenir de la bourse ? Est-ce que tout sera tokenisé dans l'univers de la finance traditionnelle ? De plus en plus d'acteurs, figurez-vous, y croient peut-être à horizon 10-15 ans, mais le mouvement, en tout cas, semble commencer à s'enclencher. Et puis la bourse qui s'intéresse aux cryptos aussi à travers ce nouvel indice qui a été annoncé cette semaine, un nouvel indice lié aux cryptos. Alors c'est juste du marketing ou ça peut changer les choses, cette nouvel indice aux États-Unis, Owen ? Ce n'est pas juste du marketing. Est-ce que ça va changer les choses ? Est-ce que ça va driver de gros volumes ? Je ne suis pas capable de répondre maintenant, mais en tout cas, c'est une vraie initiative qui est mise en avant et qui est poussée par le Nasdaq et par le CME Group. Donc, c'est vraiment destiné aux investisseurs institutionnels de pouvoir avoir des produits dont la nature et dont la forme, dont le packaging, je pense qu'on peut le dire, est similaire à ce qu'ils ont déjà dans leur portefeuille et à leurs habitudes d'exposition, mais qui va concerner les crypto-monnaies et plus globalement une exposition qui peut répondre à leurs objectifs pour pouvoir avoir une expo crypto dans leur portefeuille. Donc, c'est une étape de normalisation. Je ne pense pas que ce soit une étape d'adoption massive. Par contre, comme beaucoup de choses dans le monde de l'institutionnalisation, ce n'est pas le même calendrier, ce n'est pas le même rythme. Et si on voit que ce produit a du succès, il y a de grandes chances qu'il y ait d'autres places de marché et d'autres grands acteurs du monde de la finance traditionnelle qui dupliquent cette initiative. Merci à tous les deux. Les pros des cryptos, deuxième épisode de cette année 2026 avec Owen Simonin. On est à combien d'abonnés sur votre chaîne YouTube, Owen ? On va passer les 800 000 dans quelques jours. Là. Wow. On vous le souhaite. Oui. La prochaine fois qu'on se retrouve, on vous le souhaite. Et puis après le million, on compte sur vous. Merci Charles. Merci Guillaume. Merci de nous avoir accompagnés aussi. Charles Aubert Couturier pour KPMG, Pro des cryptos, à retrouver tout le week-end en podcast et replay. BFM Business, BFM Crypto, les pros.